Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous parler de mon bilan du mois d'août. Alors oui, j'ai à peu près la même tête que les vidéos précédentes, mais j'en profite, je les filme toutes d'affilée pour prendre un petit peu d'avance. Donc voilà, vous m'excuserez, mais j'ai toujours les cheveux un petit peu mouillés, un peu la même dégaine, maquillée de la même façon. Mais voilà, c'est la rentrée, donc il faut que je prenne un petit peu d'avance puisque ça sera un autre rythme à partir de la semaine. On parle du coup des lectures que j'ai faites pendant mes vacances, puisque la plupart du mois d'août j'étais en congé et le bilan est plutôt bon puisque j'ai lu 10 romans, j'ai pas lu de graphique ni rien, mais j'ai lu 4454 pages et je suis hyper contente. J'ai réussi à lire à 4 audios, 1 en numérique et 5 en papier. Je pensais pas lire autant d'audios, mais on a fait quand même pas mal de trajets, donc j'en ai profité. Voilà, c'est les premières fois que je faisais ça, mais j'en ai profité de trajets pour pouvoir avancer dans mes audios et franchement je trouve ça plutôt pas mal. Par contre j'ai un petit peu craqué puisque j'ai acheté 7 romans. J'ai un abandon que j'ai mis là ce mois-ci puisque je me suis rendu compte que je vous en avais pas parlé du mois dernier, même si je vous en avais parlé dans les sagas, je vous en ai pas parlé en abandon et j'ai pas rajouté ça dans mes stats, mais voilà, j'ai eu un abandon, un haul et j'ai lu un livre hors de ma pile à lire, donc c'est plutôt pas mal au final. J'ai lu de la romance, de la romantasy, de l'historique et beaucoup de thrillers, vous allez voir que j'ai lu beaucoup de thrillers et ma pile à lire est passée de 29 à 26. Et ça, je suis très contente puisque même si j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai quand même pas mal baissé ma pile à lire. J'ai découvert 6/7 auteurisses, vous allez voir, puisque j'ai découvert Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je l'ai mis en un seul puisqu'ils ont écrit qu'un seul livre, mais ça fait bien deux. Voilà, c'est pour ça le 6/7. J'ai découvert Liane Moriarty, j'ai découvert Anna Stewart, j'ai découvert Valentin Musso, j'ai découvert Alex Rivers, oui c'est ça, Alex Rivers, et j'ai découvert Laurie Gilmore. Et je pense que c'est bien suffisant, c'est plutôt pas mal, je suis très contente, même si Alex Rivers a coécrit avec quelqu'un d'autre que j'ai déjà lu, mais ça me permet de découvrir sa plume à cette personne également. J'ai lu globalement des femmes, puisque j'ai lu 6 femmes, 3 hommes et un mix des deux. Voilà, à chaque fois, de toute façon ça compte un livre, comme Christian Niemiec et Manchette, j'ai compté pour un seul homme. Donc, sinon je l'aurais mis dans mixte. J'ai lu 5 livres français, 3 des États-Unis, un anglais et un australien. Ce qui est plutôt pas mal, j'avais jamais lu d'australien, enfin en tout cas ça faisait très longtemps que j'avais pas lu d'auteur australien. Et j'ai eu une seule lecture commune. Pour l'abandon /unhaul, il s'agit de The Genie Key. Voilà, je vous en ai déjà plus ou moins parlé la dernière fois, mais je l'avais pas acté dans le marbre, donc voilà, je le dis haut et fort, j'ai DNF Genie Key. De toute façon je vous ai expliqué que je l'avais mis dans beaucoup de piles à lire, que j'arrivais pas à la sortir parce que c'était de la VO, parce que ça faisait très longtemps, je me souvenais pas des premiers tomes, enfin du premier tome, et en plus la suite de la saga, enfin toute la saga a été refondue avec de nouvelles couvertures et tout, donc flemme d'avoir une saga un peu dépareillée pour une histoire dont je me souviens plus trop. Et donc c'est là où ça fait mal puisque j'ai acheté du coup 7 livres, il y en avait 3 qui étaient en précommande donc prévus, donc il y a The Problem with Falling, il y avait le secret, non ça c'était pas en précommande mais je l'ai quand même acheté, c'était prévu que je l'achète, Le secret des agapantes, le tome 2 de Clarisse Sabar, et en précommande également le nouveau C.N. Crawford en lien avec Alex Rivers qui est La Tour d'Avalon, le premier tome. Et le reste je l'ai trouvé en brocante, en marché, bourse aux livres, etc. Donc j'ai trouvé un Liane Moriarty qui est un peu beaucoup à la folie. J'ai trouvé un Sarah McCoy qui est un parfum de liberté et d'encre. Non, un parfum d'encre et de liberté. J'avais adoré Un goût de cannelle et d'espoir, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. J'ai trouvé aussi La femme à la fenêtre de A.J. Flynn qui me tentait plutôt pas mal. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter, et j'ai trouvé Le cri de Nicolas Beuglet, sachant que les 3 premiers que je vous ai présentés à partir du Liane Moriarty, je les ai eu pour 3 € les 3, et Le cri je l'ai eu pour 2 €. Donc 5 € pour 4 livres, c'est plutôt pas mal, et je pouvais pas, en plus ils sont en très bon état, donc j'allais pas passer
passer à côté. J'ai commencé 3 sagas, à savoir la sage-femme, enfin avec la sage-femme de suite, la tour d'Avalon et le Pumpkin Spice Café, donc Dream Harbor. J'ai terminé une seule saga qui est The Problem With de Brittany Cherry, donc avec The Problem With Falling. J'ai continué une seule saga avec la saga des agapantes, non, les secrets des agapantes de Clarisse Sabar, le tome 2. Et donc je suis à jour dans 2 sagas, à savoir celui de Clarisse Sabar et la tour d'Avalon. Et je n'ai absolument DNF aucune saga. Voilà, je me suis mis à peu près à jour. J'ai moins de sagas en cours, ce qui me fait beaucoup de bien. Et on va commencer tout de suite avec mes avis lecture, puisque comme je vous ai dit il y a 10 livres, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Je vais essayer de pas faire trop long à chaque fois, mais vous savez que je suis un petit peu bavarde. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Ici on est en Alabama en 1963 où on est encore il y a la fin de la ségrégation, etc. Mais le statut entre les blancs et les noirs est toujours différent. Il y a des places pour les blancs et des places pour les noirs dans les bus. Les personnes riches sont que blancs et les noirs sont ceux qui les servent. Bref, il y a beaucoup encore de disparités. Une femme noire n'a pas le droit de conduire, etc. Et donc on va suivre un détective qui est complètement alcoolique, qui a du mal, et une femme de ménage noire, sachant qu'en plus le détective est un petit peu raciste sur les bords. Et il va être missionné pour enquêter sur les disparitions de petites filles noires, et on va retrouver petit à petit leur corps, et il va finir par demander de l'aide à sa femme de ménage, qu'il a absolument pas demandé, mais c'est ses anciens collègues qui lui ont fait une blague et qui lui ont mis un peu dans les pattes une femme de ménage, et elle va bien lui servir, puisque il va décider de lui demander de l'aide, puisque en ayant son statut noir, elle arrive plus facilement à délier les langues de son peuple, on va dire, des personnes de sa communauté, alors que lui, il a que des refus et des portes qui se ferment. Et donc on va suivre cette enquête-là, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'en avais entendu énormément de bien déjà au moment de sa sortie. Il y avait des éloges pas possibles, des avis hyper dithyrambiques. Et je comprends, puisque on a cette atmosphère hyper lourde de la différence entre les blancs et les noirs, de l'injustice qu'il y a à ça, hein, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, c'est juste une couleur différente, mais on a ce côté hyper lourd de cette ambiance de différence, de... Voilà, l'enquête est très intéressante, je trouve que c'est très bien fait, très bien mis en œuvre. J'avais commencé en audio et je l'ai fini en physique, puisque j'ai plutôt bien accroché. Chaque fois on est quand même sur des chapitres assez courts où on va suivre plusieurs points de vue. On va suivre la femme de ménage, on va suivre le shérif, enfin le détective. Et j'ai beaucoup aimé ce qui s'apporte l'un avec l'autre, le duo un peu... tout feu tout flamme de ces deux personnages, comment ils vont s'entraider. J'étais pas prête du dénouement de cette histoire. Je comprends tous les avis qu'il y a eu dessus. Moi ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais j'ai eu une excellente lecture. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé me plonger dans un contexte non contemporain où... je lis beaucoup de thrillers qui sont contemporains, qui se passent à peu près de nos jours, et là de l'avoir dans un contexte un peu plus historique et très lourd, très étouffant, très chaud, très... enfin voilà. Je trouvais ça hyper intéressant et j'aime énormément. C'est le genre de thriller historique que j'aimerais lire un peu plus et que je trouve percutant, puisqu'il nous percute autant sur l'histoire, enfin sur le contexte historique, que sur le thriller en lui-même et sur les enquêtes. Mais je trouve qu'on n'est pas sur une enquête basique, mais on met vraiment à l'œuvre les conditions humaines et les différences de classe, et voilà, je trouve ça très bon. Il est assez court, il se lit très bien. Franchement moi je pouvais pas ne pas le lire en été. La couverture appelle à l'été, et
et je suis très contente de l'avoir pris, d'avoir sauté le pas, et j'aimerais beaucoup découvrir leur autre roman, sachant qu'en plus là dans la période un peu brumeuse etc, le dernier là, Les Ombres de Winnicott ou un truc comme ça, me tente énormément, et à chaque fois c'est des romans complètement différents, donc vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. Nous avons ensuite Sous le marbre, La révolte de Juliette Gallieni aux éditions Hurlevent. Donc ça c'était ma petite lecture plaisir de Hurlevent pour cet été. Puisque l'année dernière j'avais déjà lu Nuit d'orage à Haute-Rive de cette même autrice, et donc là c'est la suite directe de Nuit d'orage à Haute-Rive, mais on va se concentrer sur une seule des cousines, puisque si vous connaissez pas l'histoire de Nuit d'orage à Haute-Rive, on est sur 4 cousines qui se retrouvent comme chaque été dans le manoir familial. Donc il y a les cousines, leurs parents et le grand-père un peu patriarche, et il va y avoir une mort, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas comment ça s'est passé jusqu'à la fin du roman, et là on va un peu suivre les conséquences de ce dénouement et de cette histoire sur une des cousines, donc Gabrielle, qui décide de fuir un petit peu sa famille et la tension qu'il y a suite à ce décès, suite à ce meurtre. Je suis désolée si vous entendez pleurer, mais c'est ma fille qui est en train de faire une crise pas possible à son père. Donc voilà, c'est la vie humaine comme... Et donc là, Gabrielle va fuir direction Madrid, sauf que elle sait pas trop ce qui se passe, elle connaît pas trop le contexte politique, puisque Franco est toujours au pouvoir. On est en 1955 et elle va être embauchée déjà dans un musée d'art pour d'abord son côté traductrice, et ensuite ses connaissances dans l'art. Elle va assister à une des directrices artistiques de ce musée, et cette directrice décide de frapper un coup bien fort et de faire une exposition qui va un peu bouleverser tout le monde avec toute une révolution anti-franquiste. Et donc on a tout ce pan un peu révolutionnaire d'anti-franquiste. Qu'est-ce qui se passe pendant le régime de Franco, les non-libertés que chacun a. Et je trouvais ça hyper intéressant. Moi, Gabrielle, c'était la cousine que je préférais et que je trouvais le moins mise en avant dans Nuit d'orage à Haute-Rive, donc je suis très contente qu'elle ait son roman. C'est très important. C'est très important de lire le premier avant, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre, vous allez beaucoup être spoilé, et surtout vous allez pas tout comprendre. Pour moi c'est vraiment une suite, c'est pas un spin-off ni rien, c'est vraiment une suite. Donc pour moi il faut vraiment avoir lu le premier pour pouvoir comprendre parfaitement tous les tenants et les aboutissants de ce tome. Et ouais, vraiment c'était la cousine que j'aimais le plus, et j'ai adoré la suivre pleinement dans son histoire. Il y a des choses qui sont hyper dures qui se passent. Moi je connaissais pas énormément le régime de Franco, ce que ça incluait, etc. Et là j'en ai vraiment appris énormément, et ça m'a vraiment intéressée. C'est pour ce genre aussi de d'apprentissage que j'aime lire des romans historiques, pour que ça m'ouvre un petit peu sur le monde et sur l'histoire. Moi qui n'aime pas vraiment l'histoire étant plus jeune, et franchement j'ai adoré. Franchement déjà c'est un très bel objet livre, et j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé. La plume de Juliette Gallieni est extraordinaire, le contexte historique est très bon, ça se bouffe vraiment, les pages se tournent toutes seules, on a envie d'en savoir plus, de savoir, parce qu'en plus elle a tout un questionnement et toute une recherche personnelle qu'elle fait. Et franchement je peux que vous recommander le tome 1 pour son ambiance un petit peu lourde, un petit peu pesante, un petit peu mystérieuse, de tranche familiale, où il y a plein de non-dits, il y a plein de faux semblants, etc. Et on a cette petite intrigue face, parce qu'on sait qu'il va se passer un drame à la fin de l'été, et de savoir qui va subir ce drame, comment on emmène à ça, et cette reconstruction juste après, de ce questionnement personnel, de cette recherche d'identité que j'ai trouvé hyper bonne. Et franchement je peux que vous recommander. De toute façon déjà les éditions Hurlevent, je fais que vous en parler tout le temps, et franchement moi ces 2 tomes de saga entre guillemets, je les approuve à 10 000%. Un livre que j'ai lu complètement en audio, puisque je l'avais pas prévu, je l'avais pas pris avec moi, et honnêtement je pensais pas le lire cet été, mais avec tous les trajets que j'ai fait, j'ai réussi à lire La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart,
qui est inspiré de faits réels et donc c'est un premier tome de saga et donc on va être en Pologne je crois et on va suivre deux jeunes femmes, Esther qui est issue d'une famille juive qui va d'abord arriver dans un ghetto et qui ensuite va être envoyée à Auschwitz et elle est très amie avec Anna qui elle est pas du tout juive mais qui au moment du ghetto va aider un petit peu les juifs à s'enfuir, à avoir de nouveaux papiers, etc. Et donc il va être envoyé également à Auschwitz et Anna et Esther pour survivre, sachant qu'Anna est déjà sage-femme de métier avant la guerre, mais elle va prendre Esther comme assistante et c'est ce qui va les aider à survivre. Elles vont mettre au monde des petits bébés à Auschwitz et au départ les bébés sont directement noyés, donc hyper compliqué et au final ils décident de les maintenir en vie, soit ils restent avec leurs parents parce que ils ont des traits assez juifs donc voilà, mais ils ont peu de chances de survivre puisque les conditions à Auschwitz sont catastrophiques, on le sait tous, soit ils vont être blonds, les enfants vont être blonds un peu à la mode aryenne et du coup ils vont être récupérés pour le programme Lebensborn, ce qui est hyper compliqué aussi, et donc les jeunes femmes vont décider de tatouer avec le matricule de la mère les bébés qui partent pour le programme pour pouvoir ensuite les retrouver et franchement c'est hyper bouleversant. Ma belle-mère avait commencé à le lire, avait dit qu'elle avait pas réussi parce que c'était trop hardcore et je peux comprendre, moi j'avoue que ayant eu mon bébé il y a 3 ans j'ai eu des moments très compliqués, on est vraiment au cœur d'Auschwitz donc on voit tout le côté hyper dur d'Auschwitz et j'ai trouvé que le côté un petit peu donner à la vie, réussir à donner la vie dans ces conditions là apporter quand même de beaux messages aussi et contrebalancer un petit peu même si on est dans l'horreur absolue et franchement j'ai adoré, on est sur de la survie, on est sur des femmes qui donnent la vie et qui aident à donner la vie et des taux de réussite malgré des conditions déplorables. Anna a un taux de réussite de 100% et franchement c'est hyper chouette et j'ai trouvé ça hyper dur mais du coup hyper percutant. C'est un livre, c'est le genre de livre à lire absolument pour nous rendre compte, nous rendre compte de l'atrocité qu'il y a eu, pour pas qu'on oublie, pour pas... voilà, je trouve qu'il est parfait pour ça. En plus, il est inspiré de faits réels et à la fin, on nous explique la véritable vie de la sage-femme d'Auschwitz et franchement, il est vraiment chouette, il est très dur, il est très percutant, mais je vous le recommande grandement. Je comprends pourquoi il a fait beaucoup de bruit et beaucoup de bons avis. J'ai hâte d'avoir la suite pour voir le après-guerre, etc. Comment ça se passe, puisque à la fin on est quand même un petit peu sur de l'après-guerre. Et j'ai hâte de pouvoir voir la suite, mais celui-ci était très percutant et j'ai eu vraiment ce que je m'attendais à avoir et du coup j'ai pas été déçue une seule seconde. J'ai ensuite lu Cinabre en très peu de jours de Nicolas Druard qui est un thriller très sanglant puisque on va suivre plusieurs personnes. On va suivre déjà Elliot. Ouais, Elliot qui est un jeune infirmier un peu à son compte. Il a monté un petit peu son affaire sa boîte d'infirmier avec ses anciens copains d'école d'infirmière et ils sont à Toulouse et il y a un de ses amis et collègues qui disparaît suite à des soins qu'il a donnés à une patiente de l'hôtel Ferdinand. L'hôtel Ferdinand a eu une grosse histoire dans le passé puisque le père Ferdinand a tué sa femme et ses enfants. Il n'y a eu qu'un seul rescapé et c'est celui-ci qui a décidé de réouvrir cet hôtel et il y a pas mal de mystères autour de cet hôtel. Il est dit comme étant hanté, les gens qui rentrent là-dedans ressortent complètement fous. Elliot il a une amie, son ex qui est une amie qui travaille en tant qu'infirmière ou un truc comme ça et qui dit que toutes les personnes qui sont rentrées dans cet hôtel ne sont pas ressorties indemnes et on a un meurtrier au sabre puisque on a toute une équipe de flics
dirigé par un grand commissaire qui a l'air très célèbre, mais on sait pas trop pourquoi. J'avoue que le plot twist de ce commissaire, de savoir pourquoi il est si célèbre, je l'avais dans le mille à 100%. Et en fait cet homme au sabre a tué 3 personnes complètement découpées, clac, il est arrivé en pleine rue, il l'a découpé et il a juste enlevé le bras d'un 4e. Mais il est survivant, donc il va un peu raconter son histoire. Ils vont réussir à mettre bout à bout avec d'autres histoires qui se sont passées. Et franchement, ce roman était trop bien. J'en avais entendu que des bons avis. Je l'ai acheté sur Amazon l'année dernière. Et franchement, la plume de Nicolas Druer, déjà, j'avais adoré dans le jeu de dames, et là, franchement, j'ai adoré, il était hyper addictif, on a envie de connaître l'histoire, c'est très glauque, hein. Franchement c'est très sanglant, très glauque, très morbide, on a une conclusion assez... On a une conclusion, même s'il y a un côté un peu ouvert aussi, et franchement j'ai adoré, j'ai vraiment adoré l'ambiance, les personnages. L'auteur nous perd complètement, on est un peu dans le flou à pas savoir si ce qu'on lisait au début est vrai ou pas. On nous met le cerveau un peu dans tous les sens pour nous perdre complètement et franchement il a trop bien réussi le jeu. Bon, on arrive après cette petite interlude, petit cri. J'ai ma fille avec moi, tant pis. Normalement elle est floutée, elle se cache. Donc je vous parlais, je suis vraiment désolée des plans d'avant, mais voilà, c'est la vie. Donc si le plan a changé ou quoi, je suis désolée, mais voilà, les aléas du direct comme on dit. Donc j'ai lu le dernier tome de The Problem with Falling, enfin de The Problems de Brittany Cherry, donc là c'est The Problems with Falling, où on va suivre la dernière sœur qui est Willow et qui est un peu une baroudeuse, elle part un peu, voyage beaucoup, elle traverse avec son van un peu tous les États-Unis, bref, elle ne tient pas en place parce qu'elle a un passé pas très simple puisque sa maman a perdu la vie en la mettant au monde et franchement c'est quelque chose de très dur et elle porte la culpabilité en elle et du coup elle fuit un petit peu son village, son petit village d'enfance et on va suivre en même temps Logan, je crois que c'est... Non, Théo, pas du tout. Et on va suivre Théo qui lui est un jeune homme qui s'est fait abandonner par sa mère l'a laissé en garde à ses grands-parents puisqu'il est né de suite d'un... voilà. Et du coup... il a beaucoup de mal à s'attacher, beaucoup de mal à pardonner, beaucoup de mal à faire entrer des gens dans sa vie. Et pour fêter l'anniversaire de mariage de ses grands-parents, la grand-mère a comme amie Willow et donc va lui demander de l'aider à organiser leur anniversaire de mariage et elle va se retrouver à devoir cohabiter avec Théo puisque Théo dit bon c'est une amie de ma grand-mère, je vais l'accepter, une petite vieille dame et tout, mais il s'est pas attendu à ce que ce soit une jeune femme de son âge et du coup voilà, il y a beaucoup de... Enfin c'est un Brittany Cherry donc c'est quand même très triste et très bouleversant avec des gros sujets assez sensibles etc. On est encore une fois dans un small town même si on n'est pas sur la ville, le village de Willow, le village de Théo est un peu du même style et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé très touchant, très addictif, les personnages sont très beaux, les thèmes abordés sont très importants et très bien abordés à chaque fois. De toute façon Brittany Cherry elle est hyper forte dans sa façon d'écrire des romans. Elle est très forte dans sa façon de raconter les histoires, dans ses histoires d'amour et franchement voilà, on a en plus l'histoire un peu des grands-parents de Willow, de Théo, puisque on sait que le grand-père est gravement malade et qu'il lui reste pas énormément de temps à vivre et donc on a toute la rencontre aussi entre les grands-parents, leur histoire d'amour, le passé, le présent, puisqu'ils ont une forte connexion qui est très touchante et franchement j'ai adoré ce roman, mais comme la plupart des Brittany Cherry. Nous avons ensuite le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps à Créteil en Poche.
je réfléchis à chaque fois puisque je ne sais jamais le nom du festival, à Créteil-en-Poche, et j'en avais entendu pas mal parler. Valentin Musso, j'avais jamais tenté puisque ça me tentait pas plus que ça, mais celui-ci, la sortie en poche me tentait énormément puisque on est sur un riche monsieur qui invite plusieurs personnes, dont un flic, dans son manoir, dans sa grande maison, et la personne, il invite le flic parce que il reçoit des lettres un petit peu de menaces et tout, et donc ce propriétaire va décéder, et donc on est sur un petit huis clos, un petit peu un meurtre à la Agatha Christie. On mélange Agatha Christie avec le mystère de la chambre jaune, avec le Cluedo, vraiment tout. Donc on a cette première partie et il y a un plot twist qui change complètement la donne. Et je vous avoue que ce roman est sur 3 parties, où à la fin de chaque partie il y a un plot twist. Et la première partie, j'ai été happée, mais comme pas possible. J'ai beaucoup aimé le côté très Agatha Christie, très Cluedo, très mystère de la chambre jaune, puisque c'est un livre en plus que j'ai déjà lu. Et j'ai beaucoup aimé tous ces classiques, tous ces codes. Voilà, c'était sympa. J'avais vraiment l'impression de lire un Agatha Christie, et je trouvais que c'était très bien exécuté. Et je vous avoue que les 2 autres parties m'ont un peu moins emballée, et j'ai été un petit peu déçue par ce roman, puisque c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à partir dans ce genre de roman, et du coup ça m'a laissé un petit goût amer. J'aurais préféré qu'on reste sur la même lignée, même si le plot twist je l'ai beaucoup aimé, mais en fait la suite de l'histoire j'ai un peu moins aimé. J'aurais préféré que ça parte dans un autre sujet, dans une autre histoire. Et, du coup, ouais, j'ai pas été méga convaincue par ce qu'on m'a proposé ici. J'ai pas été méga convaincue par cette conclusion, et par la deuxième moitié de ce roman. Mais je suis très curieuse de pouvoir découvrir son nouveau et de me faire un peu une idée sur savoir si je continue cet auteur ou pas. Je l'ai lu que en audio, celui-ci, en grande partie sur le chemin du retour, mais du coup voilà, je l'ai lu quand même assez rapidement. Mais voilà, une lecture sympa, mais sans grand plus. Franchement voilà, un peu dommage parce que je trouve que limite ça a été un petit peu gâché. J'ai lu également aussi mon premier Liane Moriarty avec un peu beaucoup à la folie, et dans cette histoire on va suivre 3 couples, deux d'amis et de voisins en fait, qui en gros il y a des voisins qui vont inviter leurs voisins à un barbecue, et ces voisins là vont dire ok on veut bien, par contre on a des amis qui sont censés venir, et disent bah venez tous les 4 et ça va bien se passer. Et on sait qu'il y a un drame, il y a quelque chose qui s'est passé à ce barbecue là, et qui va changer complètement les relations qu'ils vont avoir les uns avec les autres, et sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, donc ça va changer les relations entre voisins mais aussi entre les amis. Voilà, il y a eu plusieurs choses dont un élément déclencheur qui a tout cassé, et on va suivre les personnes quelques semaines après, je crois 1 mois après le barbecue, et on va revenir un peu dans le passé pour savoir ce qui s'est passé pendant ce barbecue et ce qui a amené à cette fracture là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la plume de Liane Moriarty, le style d'histoire que c'était. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est les personnages, leurs relations, et je trouvais qu'on était dans l'invraisemblable. Je comprenais pas trop les choix de narration, les choix de l'histoire et des personnages en tant que tels, parce que je trouvais que c'était un peu too much sur certains points. Vraiment, des fois on avait un peu l'impression de libertinage ou de choses comme ça. Les liens entre les personnages et les relations entre personnages, alors qu'ils ne se sont croisés que 2 fois, étaient vraiment très particuliers. Le mal-être, on peut le comprendre, etc. Mais vraiment, moi ce qui m'a vraiment choquée, c'est les relations entre les amis et les voisins. Ils se sont vus qu'1 ou 2 fois, et ils ont des façons de réagir et d'interagir entre eux qui sont un peu
loin de la réalité, je pense. Donc c'est ce qui m'a le plus chamboulée. En plus ils découvrent le corps de leur voisin un peu acariâtre, un peu méchant, le méchant voisin, un peu le méchant vieux voisin complètement mort plusieurs semaines après. Ils se sentent un peu coupables de pas avoir découvert ça avant. Mais on ne sait pas trop ce que ça fait dans ce milieu-là, on comprend un peu plus au fur et à mesure des pages cette intrigue de vieux voisins. Mais voilà, j'ai bien aimé, ça me donne envie de découvrir d'autres romans de Liane Moriarty parce que vraiment elle fait un tabac et on entend énormément parler d'elle. Mais ce premier tome ne m'a pas convaincue, m'a pas à 100% convaincue. Je reposais en me disant ok c'était sympa mais il y avait des choses, c'était un petit peu too much, un petit peu cliché, un peu trop et ça a un petit peu desservi je trouve. On n'est pas sur un vrai thriller parce que on n'a pas de meurtre ni rien, mais on est sur ouais, un petit polar domestique, voilà. Je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans de Liane Moriarty que vous recommandez à 10 000%. Mais celui-là, je peux pas vous le recommander. Je l'ai trouvé sympa, mais ce livre me donne pas forcément envie de lire d'autres livres de Liane Moriarty, donc voilà. Je pense que je retenterai, mais ça m'a pas fait une claque comme Lisa Jewell ou quoi. Voilà. C'était sympa, divertissant pour l'été, mais pas sensationnel. Il me reste 3 romans à vous présenter et c'est des gros formats à chaque fois. Donc il y a Le secret des agapantes, le tome 2 de Clarisse Sabart. Donc là on est sur Stella et Hortense. L'histoire de la saga des secrets des agapantes, c'est 3 sœurs qui faisaient partie d'une famille. Leur père était un célèbre peintre. Et lorsque la dernière sœur décède, elle décide de donner la maison familiale à leurs 3 petites filles, donc les 3 cousines. Et on va suivre à chaque fois une des petites filles avec sa grand-mère et leurs histoires, etc. Puisqu'il y a un terrible secret qui se passe. Au départ, Flora, dans le premier tome, arrive sur la propriété et reçoit des bouts, des lettres, des passages du journal intime de sa grand-mère et découvre qu'il y a un terrible secret autour de cette famille, autour d'un diamant perdu, autour de tableaux qui ont disparu, qui représentent une femme qui n'est pas leur mère, mais qui était le premier amour de leur père. On a Ernest Hemingway qui fait partie du paysage. Et donc voilà, on avait ce premier tome et là on suit Stella qui elle habite à Londres, qui est du coup mariée, qui est avec des enfants, qui est en pleine reconversion un peu professionnelle. Elle cherche une maison pour faire un peu chambre d'hôte, etc. Et elle va partir. Elle était censée partir à son tour en Normandie, du coup, dans cette maison familiale. Elle a eu des échos de sa cousine disant que il y avait tout un mystère autour de la famille, qu'elle avait résolu sa partie, mais que c'était à elle de la résoudre. Et donc ils étaient censés y aller en été, et elle décide d'y aller un petit peu avant avec sa mère. Et donc elle va découvrir l'histoire d'Hortense, donc la seconde sœur, qui vit un peu aussi le décès de son père après des années, qui vit le décès tragique de son père. Elle comprend rapidement qu'il y a de secrets, elle a entendu quelques conversations étant plus jeune, et suite à une grosse déception amoureuse, elle décide de partir à son tour à Paris. Elle va commencer par être vendeuse pour les bijoux Cartier. Et elle va être repérée pour devenir mannequin et ensuite photographe, et on va un peu voyager puisqu'on va faire Paris, on va faire les États-Unis, on va faire Londres, et on va avoir tout un pan aussi de la Seconde Guerre mondiale, puisque le mari, la personne qui finit par épouser Hortense, part à la guerre, et il y a tous les à côté aussi, et franchement j'ai beaucoup aimé. On en apprend plus sur l'intrigue, on a des nouveaux éléments. Ce tome, c'est vraiment un tome 2, on est vraiment sur une saga où il faut lire les tomes à la suite des autres parce que vraiment on n'y comprend rien sinon, et du coup il y a un 3e tome du coup qui va être sur la 3e sœur avec la 3e
cousine qui refait surface un petit peu dans ce deuxième tome, puisque dans le premier on n'a absolument aucune nouvelle d'elle, et il y a tout un pan de l'histoire actuelle aussi qui prend place avec une construction et une guérison un petit peu de Stella aussi, et franchement j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. J'ai mis du temps à le lire puisque j'avais des lectures qui étaient un peu meilleures à chaque fois et qui prenaient le pas. Je me suis mis un gros coup de pied aux fesses pour le terminer, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai quand même pas mal enchaîné la fin, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite, d'avoir le fin mot de l'histoire, de voir s'il y a un quatrième tome qui va un peu regrouper tout le monde, mais en tout cas ces deux premiers tomes j'ai plutôt bien aimé. Ça n'a pas été des coups de cœur et mes meilleures lectures de Clarisse Sabar, mais en saga familiale, pour moi Clarisse Sabar c'est la Lucinda Riley à la française, et du coup je peux que vous recommander cette autrice parce que je l'aime énormément. On part un petit peu romantaisie, puisque vous avez vu que j'ai fait une bonne pause sur la romantaisie et j'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu de La Tour d'Avalon, donc le premier tome de l'Académie des Espions Fae de C.N. Crawford et Alex River, qui est sorti ce mois-ci, enfin fin août chez Lost Kingdom. C'était la lecture commune qu'on faisait avec le book club de Perfect Flow, et alors j'ai adoré, je voulais bouffer ce livre. Pour moi c'est le livre le plus abouti de C.N. Crawford. Dans cette histoire on est sur un monde où les Fae, alors c'est pas des fae comme d'habitude mais c'est écrit F-E-Y-S du coup, mais pour moi c'est des fae. Les Fae ont envahi quasiment toute la France et l'Angleterre, et il reste qu'une petite partie de la France libre et de l'Angleterre libre, et on va suivre Nia qui est libraire, qui part en voyage, qui se retrouve dans le sud de la France, et elle fait de son anniversaire toute seule, elle est vraiment en voyage solo jusqu'à ce qu'elle rencontre des personnes qui ont l'air de chercher quelqu'un, et elle se rend compte que c'est des demi-fées qui sont pas censées être sur le territoire humain, qui sont recherchées et qui doivent partir avec un peu la résistance fait, on va dire. Et donc elle va les aider à passer là-dessus et à les sauver, et elle va se retrouver nez à nez avec un demi-fée qu'elle connaît très bien puisqu'ils ont un passé en commun. C'est celui qui lui a brisé le cœur il n'y a pas si longtemps, et il s'agit de Raphaël, et pour la sauver elle aussi il va devoir l'embarquer avec lui, surtout qu'elle se rend compte que en fait entre le monde des humains et le monde des fées il y a un voile, et chaque humain qui traverse ce voile meurt instantanément, sauf que Nia a traversé ce voile et ça lui a fait des sensations assez particulières, mais elle n'est absolument pas morte alors qu'elle a tout pour être humaine, elle est persuadée qu'elle est humaine, donc elle se rend compte qu'elle est demi-fée, et donc ils vont l'envoyer à Camelot pour participer à l'école, à l'académie des demi-fées, de la résistance, des espions fées, et on est sur un côté un peu Force Wing de ce côté-là, puisque on a toute cette académie qui est assez mortelle quand même. On a une grosse partie arthurienne avec tous les codes arthuriens, où en fait on est sur la suite de la légende du roi Arthur. En fait les ancêtres sont Arthur, Guenièvre, on a Lancelot, on a la Dame du Lac, on a Merlin, bref, ils ont existé, c'est une vraie histoire, ça fait partie de l'histoire vraie. Camelot existe et fait partie du coup sert à former des fées, enfin des demi-fées pour contrer les fées justement, puisqu'ils sont régnés par des grands tyrans, etc. Et donc ils vont partir à chaque fois en mission, et ils ont besoin absolument de Nia puisqu'elle est sentinelle, et qu'ils ont que 2 sentinelles avec Nia justement, leur dernière est décédée, et donc elle va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs, à se faire une place, parce qu'il y a quand même toute la famille Pendragon qui est en place et qui est un peu privilégiée de tout, alors qu'ils sont pas forcément beaucoup plus forts que les autres, et j'ai beaucoup aimé tout ce côté arthurien, tout ce côté mythologie arthurienne, et
culte d'Arthur et j'ai trouvé ça hyper original et j'ai beaucoup aimé ce côté aussi Force Wing avec l'académie, avec les pouvoirs, avec la dangerosité de la connaissance. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai eu un énorme coup de cœur, enfin j'ai eu un petit coup de cœur pour ce roman. J'ai un petit peu hésité entre coup de cœur et 5 étoiles, mais finalement c'est un coup de cœur puisque je l'ai bouffé en 3 jours je pense. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'arrivais pas à le lâcher, j'avais envie d'en lire plus, j'étais hyper intriguée, j'avais envie de connaître. On a aussi un petit enemies to lovers, pour moi c'est un faux enemies to lovers, mais ils ont pas le droit d'être ensemble parce que, enfin ils se détestent au début, mais pour des raisons, voilà. Ils n'ont pas le droit d'être ensemble puisque c'est interdit les relations dans l'académie, puisque ça pourrait mettre à mal toutes les missions. Et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce roman et j'ai déjà hâte d'avoir la suite qui va sortir que début 2026, mais j'ai trop hâte de pouvoir découvrir. Et le dernier roman que j'ai lu en audio, je ne pensais pas le terminer pour août, je l'avais mis en septembre normalement. Il s'agit du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est une petite romance contemporaine, un peu cosy, un peu small town, un peu à la Gilmore Girls, où on a une jeune fille qui, Ginny qui va récupérer le Pumpkin Spice Café à la suite de la retraite de sa tante, et elle fuit un petit peu son quotidien et donc elle va se retrouver dans ce petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde blablate, un peu un village à la Stars Hollow, et elle va rencontrer un maraîcher qui va un peu l'aider puisque à prendre ses marques, et qui a l'air un peu bourru comme ça, mais au final on se rend compte vite que il s'auto-préserve, mais parce qu'il a un passé qui est pas hyper simple, mais l'installation de notre jeune femme est un peu compliquée puisque elle a l'impression d'être suivie par d'être hantée, puisqu'il y a des drôles de bruits, il y a des drôles de choses qui se passent au café, et donc elle peut se rendre compte qu'il y a un petit peu de sabotage et que les gens ne veulent pas trop d'elle en ville. Et donc on est vraiment sur une romance toute douce, toute doudou, toute cosy, un peu à la téléfilm d'automne sur TF1 ou sur M6, si vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. On n'est pas sur des gros sujets hyper forts, hyper sensibles, hyper larmoyants ou quoi, à la Brittany Cherry ou quoi. Là on est vraiment sur un livre où on a envie de lui faire des câlins, où on a envie de lui faire des mamours, qui nous fait du bien, vraiment, qui nous fait du bien. Et voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve que pour une petite cosy romance contemporaine, c'est parfait. On a envie juste de le boire en one shot limite, de le lire en one shot avec un petit pumpkin spice café latte, et voilà. Il fait très automnal, il est parfait pour l'automne. On a une foire à la citrouille limite, enfin bref, des concours de déguisement, vraiment. C'est Stars Hollow et Gilmore Girls pendant la période de l'automne, en un livre, sans gros drama ni rien. Donc je trouve qu'il est parfait pour cette saison. Donc voilà pour mon bilan du mois d'août, qui aurait été un petit peu catastrophique, un peu chaotique. Vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre des petits emojis si vous savez pas trop quoi mettre. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!